mariage de ma petite fille Inès, ma belle-fille Élise m'a présenté à ses amis comme le beau-père en fin de vie qu'on garde par charité. L'assemblée a ri jaune. Puis le maire de Nice s'est approché, m'a serré la main et a déclaré devant tout le monde « Monsieur Gabriel, c'est un honneur. Grâce à vous, mon petit-fils respire encore. » Le silence s'est abattu comme une chape de plomb. Élise est devenue livide quand il a ajouté « Inhabile 211 vies sauvées en 40 ans. Vous êtes une légende vivante. » Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où regardez-vous cette histoire. Laissez-moi vous raconter comment on en est arrivé là. Tout a commencé il y a 3 ans, en 2022. Ma chère Marguerite venait de nous quitter après 52 ans de mariage. Cancer foudroyant. 3 mois du diagnostic au dernier souffle. Je me retrouvais seul dans notre petit appartement de Lille, face à 4 murs qui me rappelaient constamment son absence. 79 ans. Veuf, avec pour seule richesse mes souvenirs et une retraite de 1200 € par mois. Un matin de novembre, en buvant mon café devant la fenêtre qui donnait sur cette rue grise où nous avions vécu 30 ans, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je me suis dit, Gabriel, qu'est-ce que tu fais là? Tu as passé 40 ans de ta vie à sauver des gens dans la baie des Anges, et maintenant tu te laisses mourir à petit feu dans le Nord. Vous savez, j'ai commencé comme maître nageur sauveteur sur la promenade des Anglais en 1965. J'avais 22 ans, des épaules larges comme une armoire normande et l'impression que la Méditerranée m'avait adopté dès le premier plongeon. Pendant 40 ans, de 1965 à 2005, j'ai été responsable du poste de secours numéro 3, celui qui surveille la plage face au Negresco. 40 ans à scruter les vagues, à anticiper les courants traîtres, à plonger quand les autres restaient sur la plage. 40 ans à ramener sur le sable des corps que la mer voulait garder. Des enfants qui avaient lâché la bouée de papa, des touristes imprudents pris dans les rouleaux, des adolescents qui voulaient épater les copines en nageant trop loin. 211 personnes exactement. Je les ai toutes comptées, une par une, dans un petit carnet que je garde précieusement. Mais en 2005, la retraite était arrivée. Marguerite avait insisté pour qu'on s'installe près de notre fils Antoine, à Lille. Pour les vieux jours, disait-elle. Antoine venait de se marier avec Élise, une femme de 30 ans aux dents blanches et aux ambitions encore plus éclatantes. Ils avaient besoin d'aide pour le petit-fils qui allait naître. Alors j'avais accepté, le cœur lourd, de quitter ma mère. 17 années lilloises. 17 années à regarder la pluie tomber sur les pavés, à m'occuper du petit Inès qui grandissait, à raconter mes histoires de sauvetage à quiconque voulait bien les entendre. Marguerite trouvait ça bien, cette vie tranquille de grand-père. Moi j'avais l'impression d'être un poisson rouge dans un bocal trop petit. Et puis, Marguerite est partie. Et avec elle, la seule raison qui me retenait encore dans le Nord. Ce matin de novembre donc, j'ai appelé l'agence immobilière. Je veux vendre, j'ai dit à la dame au bout du fil. Elle a voulu savoir pourquoi, combien je demandais, quand je voulais libérer. Moi j'avais qu'une chose en tête, retourner à Nice. Pas pour mourir, non, pour revivre. L'appartement s'est vendu en 3 semaines, 68 000 € tout compris. Pas de quoi faire fortune, mais de quoi recommencer. J'ai gardé 2 valises, quelques vêtements, mes photos avec Marguerite, mon carnet de sauvetage et la médaille en bronze que la ville de Nice m'avait offerte pour mes 25 ans de service. Antoine n'était pas content. « Papa, tu as 79 ans. Tu ne peux pas partir comme ça, tout seul, recommencer ta vie. Et s'il t'arrive quelque chose ?» Il avait les larmes aux yeux, mon fils. Un bon garçon au fond, mais qui s'est toujours laissé mener par sa femme. Élise, elle, a été plus directe. « Papa, soyez raisonnable. À votre âge, on ne déménage plus, on se pose. Si vous voulez absolument changer d'air, on peut vous trouver une maison de retraite sympathique dans les Alpes-Maritimes, avec vue sur mer, si vous y tenez. » Maison de retraite, à 79 ans. Moi qui nageais encore 3 kilomètres tous les matins dans la piscine municipale. Moi qui portais encore les courses de ma voisine au 3e étage. J'ai souri poliment.
Et j'ai répondu, ma petite Élise, j'ai sauvé la vie à plus de 1000 personnes. Je pense que je peux encore me sauver moi-même. Le 15 décembre 2022, j'ai pris le TGV Paris-Nice avec mes 2 valises. Antoine m'a accompagné à la gare. Il m'a serré dans ses bras et m'a glissé à l'oreille. Fais attention à toi, papa, et appelle-nous souvent. Élise était restée à la maison. Migraine, avait-elle dit. 8 heures plus tard, je descendais à la gare de Niceville. L'air était doux, à 14 degrés en plein mois de décembre. J'ai respiré profondément et j'ai senti cette odeur si particulière de la Méditerranée mélangée au pin parasol. Mes poumons se sont gonflés comme si je revenais enfin à la vie. J'avais trouvé ma petite maison sur Internet, 3 mois plus tôt. Une ancienne maison de pêcheurs dans le quartier du Mont-Boron, à 5 minutes à pied de la mer. 42 mètres carrés, 2 pièces, une petite terrasse avec vue sur la baie des Anges. 65 000 €, ça représentait presque toutes mes économies. Mais, qu'est-ce que vous voulez? On n'emporte rien dans la tombe. La maison était dans un état, disons, pittoresque. Peinture écaillée, électricité des années 70, plomberie qui gargouillait comme un vieux monsieur enrhumé. Mais elle avait du charme, cette bicoque. Et surtout, depuis la terrasse, on voyait la mer. Ma mère. J'ai posé mes valises dans le salon vide et je suis sorti sur la terrasse. Le soleil se couchait derrière l'île Sainte-Marguerite. Les vagues venaient mourir en douceur sur la plage de Coco Beach, 100 mètres en contrebas. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu ce bruit que j'avais tant cherché pendant 17 ans à Lille, le chuchotement éternel de la mer. Le lendemain matin, première surprise. On sonnait à ma porte, à 8 heures. J'ouvre et je tombe sur un type d'une 50aine d'années, costume cravate, cheveux gominés, sourire commercial vissé sur le visage. Monsieur Rousseau, je suis Laurent Massimo, votre voisin d'en face. Ma femme et moi, on voulait vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Sympa, je me suis dit. Les gens du Midi sont vraiment chaleureux. Écoutez, il a continué en baissant un peu la voix. On sait que vous venez d'arriver, que vous n'êtes peut-être pas encore bien informé des codes du quartier. Ici, c'est résidentiel haut de gamme, vous comprenez? Les maisons valent entre 800 000 et 1 million d'euros. Il y a une certaine standing à maintenir. J'ai senti le vent tourner. Et alors, on s'est dit qu'il fallait peut-être vous expliquer. Par exemple, évitez de faire sécher votre linge sur la terrasse. Ça fait, populaire. Et puis, si vous avez des travaux à faire, il vaudrait mieux prévenir l'association des copropriétaires. On a nos petites habitudes, nos petites règles. J'ai regardé ce Laurent Massimo droit dans les yeux. Monsieur, j'ai 79 ans et j'ai acheté cette maison avec mes deniers personnels. Je ferai sécher mon linge où je veux, quand je veux. Et pour les travaux, je commence demain matin, à 6 heures. Ça vous pose un problème? Il a balbutié quelques excuses et il est reparti. Mais j'avais compris le message. Dans le quartier chic du Mont-Boron, le vieux Gabriel avec sa retraite de 1 200 €, ça la foutait mal. Je n'avais encore rien vu. 3 jours plus tard, mon fils Antoine m'appelle, la voix tendue. « Papa, Élise voudrait te parler. » Et là, j'entends la voix de ma belle-fille, mais pas la voix aimable des dimanches en famille. Non, sa vraie voix. Celle qu'elle prend quand elle négocie un appartement de luxe avec un client récalcitrant. « Papa, on a réfléchi. Cette histoire de maison à Nice, c'est de la folie. Vous vous rendez compte dans quel quartier vous vous êtes installé? Le Mont-Boron, c'est résidentiel très haut de gamme. Ça va faire des histoires avec le voisinage. Et puis, à votre âge, vous avez besoin d'être entouré, pas isolé au bout de la France. » J'ai laissé passer l'orage. Puis j'ai répondu calmement. « Élise, ma chérie, j'ai vécu 40 ans à Nice. Je connais ses voisins depuis qu'ils portaient encore des couches. Et pour ce qui est d'être entouré, j'ai la mer. C'est suffisant. Papa, vous ne comprenez pas. » Sa voix montait dans les aigus. « Ici, on ne veut pas des vieux pauvres qui font baisser la valeur immobilière. C'est un quartier de cadres supérieurs de profession libérale. Vos 1 200 € de retraite et votre petite maison de pêcheur, ça détonne.
Vous allez rester 3 mois maximum, le temps de vous rendre compte de votre erreur. Et après on vous trouve quelque chose de plus adapté. Un studio en banlieue ou mieux encore une maison de retraite médicalisée. J'ai senti mes mâchoires se serrer. Des vieux pauvres, elle avait dit. Des vieux pauvres. Élise, j'ai articulé lentement. Je vais te dire une chose une seule fois. Cette maison, c'est chez moi maintenant. Je l'ai achetée avec mon argent. Je la rénove avec mes mains et j'y mourrai quand Dieu le décidera. Ni toi, ni personne ne me fera partir d'ici. Elle a raccroché sans dire au revoir. Antoine m'a rappelé 1 heure plus tard. Papa, excuse-la, elle est stressée par son travail. Tu sais comment elle est, elle pense que bien faire c'est... Antoine, j'ai coupé. Ta femme vient de me dire qu'on ne veut pas des vieux pauvres dans ce quartier. Tu étais au courant qu'elle pensait ça de moi. Long silence. Très long silence. Papa, elle ne le pense pas vraiment. C'est juste que... Enfin, tu comprends, elle travaille dans l'immobilier de luxe. Elle a ses références, ses habitudes. Ses habitudes. J'ai répété le mot comme si je mâchais du gravier. Très bien, mon fils, j'ai compris. Et j'ai compris effectivement. Ma belle-fille avait honte de moi. Honte du vieux sauveteur avec sa petite retraite et ses mains calleuses. Elle, l'agent immobilier qui vendait des villas à 2 millions d'euros à des oligarques russes, elle ne pouvait pas accepter d'avoir un beau-père populaire dans son quartier chic. Mais ce que ni elle ni Antoine ne savaient, c'est que Gabriel Rousseau avait survécu à 40 années de tempête méditerranéenne, et qu'une belle fille prétentieuse, même en costume Chanel, ça ne lui faisait pas peur. Le lendemain matin, à 6 heures tapantes, j'ai commencé les travaux. Torse nu comme à 30 ans. Je n'avais peut-être plus la musculature d'un jeune homme, mais 40 ans de natation, ça marque un corps. Mes épaules étaient encore larges, mes bras encore fermes, et mes mains savaient encore manier le marteau et la ponceuse. Premier chantier, refaire la terrasse. Les planches étaient vermoulues, certaines menaçaient de céder. J'ai tout démonté, planche par planche, clou par clou, puis j'ai poncé, traité, repeint. 12 heures par jour, avec une pause déjeuner et 2 cafés. À 79 ans, les voisins me regardaient par leurs fenêtres, certains avec curiosité, d'autres avec agacement. Laurent Massimo passait devant chez moi 3 fois par jour, toujours au téléphone, toujours l'air pressé. Sa femme, une blonde décolorée aux lunettes de soleil griffées, prenait soin d'éviter mon regard quand elle sortait de son Porsche Cayenne. Au bout d'1 semaine, nouvelle visite de courtoisie. Cette fois, c'était une dame de 60 ans, cheveux blancs impeccablement coiffés, tailleur beige, sac à main Hermès. Monsieur Rousseau, je suis Madame de Réaumur, présidente de l'association des résidents du Mont-Boron. Nous avons reçu quelques remarques concernant vos travaux. Quel genre de remarques? Eh bien, elle a jeté un regard circulaire sur ma terrasse à moitié refaite. Il semblerait que vous fassiez du bruit dès 6 heures du matin. Et puis, travailler torse nu, dans un quartier résidentiel, ça peut choquer certaines sensibilités. J'ai posé mon marteau, et je me suis essuyé les mains sur mon jean. Madame, je travaille entre 6 heures et 20 heures, avec une pause à midi. C'est légal. Pour ce qui est du torse nu, il fait 22 degrés et je transpire. Si ça choque vos résidents, qu'ils ferment leurs volets. Elle a eu un petit rictus pincé. Monsieur Rousseau, nous ne sommes pas contre les travaux, bien au contraire. Mais il y a des façons de faire, des entreprises spécialisées, des artisans recommandés par l'association. Nous pourrions vous donner quelques adresses. Madame, j'ai rénové 4 maisons dans ma vie. Je sais ce que je fais. Certes, mais voyez-vous, ici nous avons des standards. Le quartier du Mont-Boron a une réputation à maintenir. Les acheteurs potentiels sont sensibles à l'harmonie générale. L'harmonie générale. Encore un code pour dire que le vieux Gabriel dérangeait. Madame de Réaumur, j'ai dit en la regardant bien en face. J'ai acheté cette maison légalement, avec mes deniers personnels. Je la rénove selon les normes en vigueur, pendant les heures autorisées. Si ça ne plaît pas à l'association, qu'elle aille se plaindre en préfecture.
En attendant, j'ai du travail. Elle est repartie, le dos raide, en claquant ses talons sur les graviers de l'allée. Mais le plus dur, c'était avec ma propre famille. Antoine et Élise venaient me voir une fois par mois. Enfin, voir, c'est un grand mot. Ils passaient 1 heure dans ma cuisine à critiquer mes choix de rénovation et à me répéter que j'avais fait une erreur en venant m'installer ici. « Papa, regarde-moi cette peinture. Tu as mis du jaune provençal sur les volets. Ça fait maison secondaire de retraités. Dans le quartier, tout le monde a des volets gris anthracite ou blanc cassé. Et alors, Élise? Moi j'aime le jaune. Ça me rappelle les maisons de pêcheurs d'avant, quand le Mont-Boron n'était pas encore envahi par les nouveaux riches. Papa, Antoine intervenait toujours quand la tension montait. On ne dit pas ça. Élise travaille dans l'immobilier, elle connaît les codes du quartier. Justement, mon fils, elle connaît les codes. Mais moi, je connais l'histoire. Parce que c'est ça qu'ils ne comprenaient pas, ces nouveaux résidents du Mont-Boron. Ils arrivaient avec leurs gros 4x4 et leurs ambitions immobilières, mais ils ignoraient tout de ce bout de côte. Moi, j'avais connu ce quartier quand c'était encore un village de pêcheurs et de douaniers, quand les maisons se vendaient 20 000 francs et que les enfants du pays allaient encore se baigner pieds nus à la plage de Coco Beach. J'avais connu Giuseppe Torini, le vieux pêcheur italien qui vendait ses oursins sur le port. J'avais connu Marie-Louise Gauthier, qui tenait la petite épicerie au bout du chemin et qui donnait des bonbons aux gosses qui l'aidaient à porter ses cagettes. J'avais connu le père Émile, ancien de 14-18, qui réparait les filets sur le quai en racontant ses histoires de tranchées. Tous morts maintenant, leurs maisons rachetées, démolies, remplacées par des villas modernes avec piscines à débordement et alarmes sophistiquées. Leurs enfants partis s'installer en banlieue, chassés par la flambée des prix. Le Mont-Boron était devenu un quartier-musée pour riches retraités et cadres supérieurs en goguette. Mais moi, Gabriel Rousseau, j'étais revenu. Et ça les dérangeait. Le pire, c'est quand ils ont organisé leur première petite soirée entre voisins. Début mars 2023, 3 mois après mon installation. Élise et Antoine étaient venus passer le week-end. Laurent Massimo m'a croisé devant ma boîte aux lettres et m'a lancé avec son sourire commercial. « Monsieur Rousseau, nous organisons un petit cocktail samedi soir entre voisins pour faire connaissance. Vous êtes le bienvenu, bien sûr. » Bien sûr. Le samedi soir, j'ai mis ma plus belle chemise et j'ai traversé la rue. Élise et Antoine m'accompagnaient. « Papa, fais attention à ce que tu dis. Ces gens-là, ce sont des notables, des gens importants. » La maison de Laurent Massimo ressemblait à un showroom. Tout était blanc, gris et chromé. Pas une photo personnelle, pas un livre qui dépasse, pas un objet qui raconte une histoire. On aurait dit la vitrine d'un magasin de meubles design. Une vingtaine de personnes sirotaient du champagne en grignotant des verrines. Costume-cravate pour les hommes, petite robe noire et bijoux discrets pour les femmes. Conversation feutrée sur les derniers placements immobiliers, les nouvelles restrictions de circulation dans le centre-ville, les vacances aux Seychelles. Laurent Massimo m'a présenté. Voici notre nouveau voisin, Monsieur Gabriel Rousseau. Il vient du Nord et il a eu le coup de foudre pour notre petit coin de paradis. Sourire poli, poignée de main molle. Question convenue. Vous venez d'où exactement? Qu'est-ce qui vous a décidé à venir à Nice? Dans quel domaine avez-vous travaillé? J'ai répondu simplement « L'île, le besoin de retrouver la mer. Maître nageur sauveteur. » Ah, maître nageur sauveteur. Les sourires se sont figés imperceptiblement. C'est drôle comme une profession peut instantanément vous classer dans une catégorie sociale. Médecin, avocat, chef d'entreprise, respect immédiat. Maître nageur sauveteur. Ah bon, c'est un métier ça? Très intéressant, a murmuré une dame aux cheveux violets. Et vous avez fait ça? Longtemps? 40 ans, sur la promenade des Anglais. Ah, les plages de Nice, c'est vrai que c'est animé l'été, beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit.
Pour elle, les plages de Nice l'été, c'est du bruit. Pour moi, c'était 40 ans de vie sauvée. Élise, à côté de moi, souriait d'un air crispé. Je voyais bien qu'elle cherchait à changer de sujet. Gabriel a une très jolie petite maison maintenant. Il la rénove entièrement lui-même, avec beaucoup de goût. Ah, vous faites vos travaux vous-même? Laurent Massimo a eu l'air sincèrement étonné. C'est courageux à votre âge. Enfin, je veux dire, c'est formidable d'avoir encore la force et l'envie. À votre âge, 79 ans, comme si j'étais déjà un pied dans la tombe. Mon père a toujours été très manuel. Antoine a tenté de rattraper. Très bricoleur, n'est-ce pas, papa? J'ai souri. Oh, tu sais, Antoine, quand on a passé 40 ans à réparer du matériel de sauvetage en pleine tempête, retaper une terrasse, c'est de la rigolade. Un silence s'est installé. Pas un silence admiratif, un silence gêné. Ces gens-là ne savaient pas quoi faire de mes histoires de sauvetage et de tempête. Ça ne rentrait pas dans leur univers de cocktails raffinés et de conversations policées. Heureusement, la conversation a dérivé sur d'autres sujets. Les nouveaux commerces du centre-ville, les embouteillages sur la promenade, les dernières expositions au musée Masséna. J'ai écouté poliment, en grignotant mes verrines, en souriant quand il fallait sourire. Et puis, vers 22 heures, au moment de partir, Laurent Massimo m'a raccompagné jusqu'à la porte. Il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit, avec cette fausse sollicitude qu'ont les gens bien élevés, « Monsieur Rousseau, j'espère que vous vous plairez dans le quartier. C'est vrai que c'est un peu différent de ce à quoi vous étiez habitué. Plus... comment dire... plus select. Mais je suis sûr qu'avec le temps, vous trouverez vos marques. Vos marques. Dans un quartier plus select. » En rentrant chez moi, Élise a explosé. « Papa, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous avez parlé de tempête, de matériel de sauvetage. Ces gens-là, ils ne comprennent pas. Ils vous ont pris pour... Pourquoi, Élise? Pour un vieux fou qui raconte ses souvenirs? Pour quelqu'un qui n'est pas de leur milieu? Papa, ici c'est le Mont-Boron. Il y a des codes, des façons de se comporter. On ne raconte pas sa vie comme ça. On ne s'étale pas sur son passé professionnel. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fallait que je dise? Que vous êtes retraité, point final. Que vous profitez de votre retraite dans un cadre agréable. Vous n'êtes pas obligé de préciser que vous étiez maître nageur. Ça fait employé municipal. Employé municipal. Elle avait dit employé municipal comme on dit lépreux. Antoine a tenté de calmer le jeu. Élise, tu exagères. Papa a le droit d'être fier de son métier. Antoine, tu ne comprends pas. Moi je travaille dans l'immobilier haut de gamme. J'ai une réputation à tenir. Mes clients, ce sont des gens fortunés, des industriels, des avocats d'affaires. Si ça se sait que mon beau-père était maître nageur et qu'il habite une maison de 40 mètres carrés dans le quartier, ça va jaser. Ça va nuire à mon image professionnelle. Voilà, c'était dit. La vérité était sortie. Élise avait honte de moi. Honte de mes 40 années passées à sauver des vies. Honte de ma petite maison de pêcheur. Honte de sa belle famille, populaire dans son quartier de Nanty. Je n'ai rien répondu. Je me suis contenté de les regarder, elle et mon fils. Élise, rouge de colère et d'embarras. Antoine, tête baissée, incapable de me regarder en face. Très bien, j'ai dit simplement. J'ai compris le message. Ils sont repartis le lendemain matin sans prendre de petit déjeuner avec moi. Mais ce que ni Élise ni ses nouveaux amis du Mont-Boron ne savaient, c'est que Gabriel Rousseau cachait un secret. Un secret que même Antoine ignorait. Un secret qui dormait tranquillement dans un tiroir de ma commode, entre mes photos de mariage et mes médailles de natation. 1211 vies sauvées, ce n'est pas qu'un chiffre dans un carnet. C'est 1211 familles qui vous doivent la vie de leur enfant, de leur mari, de leur femme. C'est 1211 personnes qui grandissent, qui se marient, qui font des enfants à leur tour en se souvenant de ce maître nageur aux épaules larges qui les a sortis de l'eau un jour de tempête.
Ces 1211 noms gravés sur le mur des sauveteurs de la promenade des Anglais. 1211 plaques de bronze qui racontent chacune une histoire. Ici, le 15 juillet 1973, Gabriel Rousseau a sauvé la vie de Julien Martineau, 8 ans. Ici, le 3 août 1984, Gabriel Rousseau a sauvé la vie de Maria Santos, 34 ans, et de ses 2 enfants. Et c'est surtout 1211 raisons pour lesquelles, dans cette ville de Nice que ma belle-fille trouvait trop chic pour un vieux sauveteur, certaines personnes n'avaient pas oublié Gabriel Rousseau. Mais ça, Élise allait le découvrir bien assez tôt. Les semaines suivantes, j'ai compris à quel point Élise était déterminée à me faire partir. Ce n'était plus seulement de la gêne ou de l'embarras. Non, c'était une véritable guerre de tranchées qu'elle avait déclarée contre ma présence dans son quartier. D'abord, il y a eu les petites vexations. Quand Antoine et elle venaient me rendre visite, elle évitait soigneusement de garer sa BMW devant chez moi. Elle la laissait 3 rues plus loin et faisait le chemin à pied. Pour l'exercice, disait-elle, comme si être vue devant ma petite maison de pêcheur pouvait entacher sa réputation. Ensuite, elle a commencé à refuser mes invitations. Avant, quand j'habitais Lille, nous dînions ensemble 1 fois par semaine. Antoine venait me chercher, nous allions au restaurant où Élise cuisinait. Rien d'extraordinaire, mais c'était des moments en famille. À Nice, soudain, il n'avait plus jamais le temps. Désolé papa, mais avec le travail. Une autre fois peut-être, quand nous serons moins débordés. Le plus cruel, c'était avec ma petite fille Inès. Cette gamine de 24 ans était la prunelle de mes yeux depuis sa naissance. Étudiante en architecture navale à Marseille, elle passait ses week-ends avec moi quand j'habitais le Nord. Nous parlions des bateaux, de la mer, de ses projets d'avenir. Elle m'appelait Papy Gabi et se blottissait contre moi devant la télé comme quand elle avait 5 ans. Mais quand j'ai annoncé mon installation à Nice, Élise a trouvé soudain 1000 raisons pour empêcher ses visites. Inès a ses examens, Gabriel, elle ne peut pas perdre de temps en déplacement. Le trajet Marseille-Nice, c'est fatigant pour une jeune fille qui travaille. Elle a besoin de se concentrer sur ses études, pas de s'amuser chez grand-père. S'amuser chez grand-père. Comme si passer du temps avec moi était une perte de temps, une distraction futile. Un dimanche de mai 2023, j'ai eu Inès au téléphone. Sa voix était bizarre, hésitante. « Papy Gabi, maman dit que tu n'as plus vraiment envie qu'on vienne te voir, que tu préfères ta nouvelle vie, tes nouveaux amis. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que j'ai envie de te voir. Tu me manques terriblement. Mais maman dit que ta maison est trop petite maintenant, que tu n'as plus de place pour nous recevoir. 42 mètres carrés, ce n'est pas un palace, c'est vrai. Mais j'avais un canapé-lit tout neuf dans le salon, et la petite terrasse était parfaite pour prendre le café en regardant la mer. » Élise mentait à sa propre fille pour l'empêcher de venir me voir. « Inès, écoute-moi bien. Tu viens quand tu veux, quand ça t'arrange. Ta chambre, c'est le salon. Et la vue sur la baie des Anges vaut tous les palaces du monde. D'accord ? » Elle a promis de venir le week-end suivant. Mais le vendredi soir, coup de téléphone d'Antoine. « Papa, Inès ne pourra finalement pas venir. Élise a organisé un week-end en famille chez ses parents à Cannes. Une obligation, tu comprends. J'ai compris surtout qu'Élise était en train de monter ma propre famille contre moi. Subtilement, mais sûrement. Le pire restait à venir. En juin 2023, 6 mois après mon installation, elle a invité ses collègues de l'agence immobilière pour un cocktail découverte du quartier. Une quinzaine de personnes, tous dans l'immobilier de luxe, venus visiter les maisons du Montboron pour mieux conseiller leur clientèle. Ils se sont arrêtés devant chez moi. Je les entendais depuis ma terrasse, où je prenais mon café du matin. « Et cette petite maison ?» demandait une voix de femme. « Oh ça !» La voix d'Élise avec une pointe de mépris. « C'est mon beau-père, un brave homme, mais vous savez ce que c'est? Il vieillit, il perd un peu la tête. Il s'est mis en tête d'acheter ça avec ses dernières économies. On essaie de le raisonner, mais à son âge. À son âge. » Elle parlait de moi comme d'un gâteux qui ne sait plus ce qu'il fait. « Il habite vraiment là ?» Une autre voix, stupéfaite. « Dans le quartier? Mais ça va faire chuter les prix. Une maison comme ça, entre ces belles propriétés,
Je sais bien, soupirait Élise. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais que voulez-vous, les vieux sont têtus. Heureusement, ce n'est que temporaire. On travaille pour le convaincre de partir. Temporaire. Elle était donc en train d'organiser mon départ dans mon dos. Et il fait quoi, votre beau-père? Oh, rien d'extraordinaire. Retraité de la fonction publique, il était, comment dire, employé à la plage, maître nageur ou quelque chose comme ça. Employé à la plage. 40 ans de sauvetage résumé en employé à la plage. Je me suis levé doucement de ma chaise et je me suis approché de la rambarde. Ils étaient là, une quinzaine de personnes en costume clair et tailleurs de marque qui regardaient ma petite maison comme une verrue sur le visage du quartier. « Bonjour », j'ai lancé d'une voix forte. Ils ont tous levé la tête vers moi. Élise est devenue livide. « Je suis Gabriel Rousseau, le beau-père d'Élise. Je vous souhaite une excellente visite du quartier. » Sourire gêné. Quelques « Bonjour monsieur », poli. Élise bégayait des excuses. « Papa, on ne voulait pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas du tout. Au contraire, c'est agréable de voir de nouveaux visages. Dites-moi, vous travaillez tous dans l'immobilier ?» Acquiescement. Présentation rapide. Nom d'agence prestigieuse. Parfait. Alors vous comprendrez que cette maison, malgré sa taille modeste, a une valeur particulière. Elle date de 1923. C'est une authentique maison de pêcheurs. Le dernier propriétaire s'appelait Giuseppe Torini. Il vendait ses oursins sur le port jusqu'en 1995. Ces murs-là ont une histoire que vos villas modernes n'auront jamais. Un silence respectueux. Ces gens-là connaissaient la valeur du patrimoine. Et puis, j'ai ajouté en souriant, elle a la plus belle vue du quartier. Venez voir. Ils ont hésité, mais la curiosité professionnelle l'a emporté. Ils sont montés sur ma terrasse, un par un. Et là, effectivement, ils ont eu le souffle coupé. De ma terrasse, on avait une vue panoramique sur toute la baie des Anges. De l'aéroport jusqu'au cap d'Antibes, en passant par la promenade des Anglais et les collines de Cimier. Une vue qu'aucune des grosses villas du quartier n'avait, cachées qu'elles étaient derrière leurs murs et leurs haies de cyprès. Magnifique, a murmuré l'une des femmes, absolument magnifique. C'est vrai que c'est exceptionnel, a reconnu un homme en costume bleu marine. Vous avez eu le nez, monsieur Rousseau. Élise ne disait plus rien. Elle regardait ses collègues admirer ma vue avec un mélange de rage et de dépit. 65 000 €, j'ai précisé. Le prix que j'ai payé cette bicoque. Aujourd'hui, rien que pour la vue, elle en vaut le double. Ils sont repartis en me remerciant chaleureusement. Élise est restée la dernière. « Papa, qu'est-ce qui vous a pris ?»« Quoi donc, ma chérie ? De les inviter comme ça ? Vous vous rendez compte de la situation embarrassante que vous venez de créer ? » Embarrassante pour qui? Élise. Elle m'a lancé un regard noir et elle est partie sans répondre. Mais le lendemain, j'ai eu la visite de capitaine André Valenti, 77 ans, mon ancien chef sur la promenade des Anglais. Un homme avec qui j'avais partagé 40 ans de tempête, de sauvetage et de franches rigolades. Il avait appris par hasard que j'étais revenu à Nice. « Gabriel, tu sais pas la nouvelle. Ta belle-fille fait le tour des agences immobilières en racontant que tu es sénile et qu'il faut te faire interner. » J'ai failli recracher mon café. « Quoi ? Je le tiens de Marie-Claire, la secrétaire de Dubois Immobilier. Hier matin, ta belle-fille est venue leur demander des renseignements sur les maisons de retraite médicalisées de la région. Elle a expliqué qu'elle avait un beau-père en perte d'autonomie, qui avait acheté une maison dans un moment d'égarement et qu'elle cherchait à le faire interner pour son bien. Je sentais la moutarde qui me montait au nez. Elle a dit quoi exactement ? Qu'à 79 ans, tu n'avais plus toute ta tête, que tu vivais comme un ermite, que tu refusais les visites de la famille, que tu t'isolais dangereusement. Elle voulait savoir s'il existait une procédure pour placer d'autorité un parent âgé qui refuse les soins. Placé d'autorité. Ma propre belle-fille cherchait les moyens légaux de m'interner contre ma volonté. « André, tu es sûr de ton information ?» Certain. Marie-Claire était choquée. Elle m'a dit «
Ce n'est pas possible, monsieur Gabriel, un homme qui nage encore 3 kilomètres par jour et qui a rénové sa maison tout seul, sénile lui. Parce que tu sais, Gabriel, ton retour ça s'est su. Tout le monde en parle sur la côte, le grand Gabriel Rousseau qui revient au pays. Tout le monde en parlait. C'est là que j'ai compris qu'Élise avait commis une erreur énorme. Elle croyait que Gabriel Rousseau était juste un vieux retraité anonyme qu'on pouvait humilier et chasser sans conséquence. Elle ignorait totalement que dans cette ville de Nice, Gabriel Rousseau était une légende. André m'a raconté ce qui se disait dans les cafés du port, chez les anciens sauveteurs, parmi les familles que j'avais aidées. Hier, je buvais l'apéritif chez Francis, sur le cours Saléya. Il y avait la famille Martineau. Tu te souviens? Le petit Julien que tu as sorti de l'eau en 1973. Il a 58 ans maintenant. Il est pharmacien à Antibes. Quand il a su que tu étais revenu, il a pleuré comme un gosse. Il m'a dit « Capitaine, sans monsieur Gabriel, je ne serais jamais devenu père de famille. Mes 3 enfants lui doivent d'exister. » Les Martineau. Je me souvenais parfaitement. Juillet 1973, grosse mer, Mistral à 60 km/h. Le petit Julien, 8 ans, emporté par un rouleau traître devant la plage Beau-Rivage. Ses parents hurlaient sur le sable, les autres baigneurs n'osaient pas se jeter à l'eau. Moi j'avais plongé sans réfléchir, j'avais nagé 200 mètres contre le courant et je l'avais ramené, inconscient mais vivant. Et ce n'est pas tout, continuait André. Les Santos aussi sont au courant. Tu sais, Maria Santos, la dame espagnole avec ses 2 petits, en 1984. Ah oui, les Santos, une histoire terrible. La mère qui ne savait pas nager, prise de panique quand ses 2 enfants avaient été emportés par une lame de fond. Elle était entrée dans l'eau en criant, elle avait coulé à son tour. 3 personnes à sauver en même temps par Mer Force 6. L'un de mes sauvetages les plus difficiles. Maria a maintenant 73 ans. Elle tient encore son restaurant, Las Tapas, près du marché aux fleurs. Quand elle a appris ton retour, elle a fermé le restaurant pour aller acheter des fleurs. Elle veut t'emporter un bouquet de fleurs. Cette dame que j'avais sauvée il y a 40 ans voulait m'offrir des fleurs. Gabriel, André a posé sa main sur mon épaule. Tu te rends compte de ce que tu représentes dans cette ville? Tu as sauvé 1211 personnes. Ça fait 1211 familles qui te vénèrent. Leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs frères, leurs sœurs. Tu touches des milliers de gens. Et ta belle-fille croit qu'elle peut te faire disparaître discrètement? C'est vrai que je n'avais jamais calculé l'impact réel de mes années de sauvetage. Pour moi, c'était mon travail, ma passion, ma vie. Voir quelqu'un se noyer et le laisser mourir, c'était impensable. Mais chaque personne que j'avais sortie de l'eau avait ensuite vécu, aimé, procréé. Mes 1211 sauvetages s'étaient multipliés en milliers d'existences. André, qu'est-ce que tu me conseilles? Rien du tout, mon vieux. Laisse faire le temps. Ta belle-fille se croit maligne, mais elle joue avec le feu. À Nice, on ne touche pas impunément à Gabriel Rousseau. Je ne comprenais pas encore ce qu'il voulait dire, mais j'allais l'apprendre très vite. 3 jours plus tard, Élise a eu sa première surprise. Elle était en rendez-vous avec des clients fortunés, des Parisiens qui cherchaient une villa dans les collines niçoises. Budget, 2 millions d'euros. Le genre de vente qui rapporte une belle commission. Il visitait une propriété sur les hauteurs de Cimiez quand le mari, un banquier d'affaires, a mentionné qu'il cherchait aussi quelque chose près de la mer. « Vous connaissez le quartier du Mont-Boron » a-t-il demandé. « Parfaitement » a répondu Élise. « J'y habite d'ailleurs. C'est un secteur très prisé, très select. » Formidable. On nous a dit qu'il y avait là-bas un homme extraordinaire, un ancien sauveteur qui a sauvé plus de 1000 personnes. Gabriel Rousseau, je crois. Vous le connaissez? Élise a failli s'étrangler. Oui, vaguement. C'est mon beau-père qui m'en a parlé, a continué le banquier. Il était en vacances ici dans les années 80. Ses enfants ont failli se noyer à la plage Beau-Rivage. C'est ce Gabriel Rousseau qui les a sauvés. Depuis, toute la famille vient en pèlerinage à Nice tous les étés.
On aimerait bien le rencontrer, lui serrer la main. Élise ne savait plus où se mettre. Je ne sais pas s'il reçoit encore. Oh, mais si! Mon beau-père a téléphoné à la mairie de Nice la semaine dernière. Ils lui ont dit que Monsieur Rousseau était revenu vivre ici et qu'il allait très bien. Ils lui ont même donné son adresse. Une petite maison au Mont-Boron avec vue sur la baie. La petite maison au Mont-Boron. Celle-là même qu'Élise décrivait à ses collègues comme une verrue sur le quartier. « Écoutez, » a dit la femme du banquier, « si cette ville-là nous plaît, on la prend. Mais à condition qu'elle soit dans le même quartier que ce monsieur Rousseau. Être voisin d'un héros, ça n'a pas de prix. » Élise a vendu la villa. 2 millions d'euros, commission de 60 000 euros. Mais elle a dû expliquer à ses nouveaux clients que oui, Gabriel Rousseau habitait effectivement à 3 rues de leur future propriété. Et non, ce n'était pas un employé de plage, mais l'un des sauveteurs les plus respectés de la Côte d'Azur. Elle a dû ravaler ses mensonges et accepter d'organiser une rencontre. Le dimanche suivant, j'ai eu la visite de Monsieur et Madame Levallois, mes nouveaux voisins. Couple charmant, la soixantaine, lui banquier à la retraite, elle ancienne professeure de littérature. Ils sont arrivés avec un bouquet de fleurs et une bouteille de champagne. Monsieur Rousseau, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Je ne m'attendais pas à ça. Tout l'honneur est pour moi. Élise m'a dit que vous veniez d'acheter dans le quartier, grâce à vous en partie. Voyez-vous, en juillet 1983, nos 2 enfants ont failli se noyer plage Beau Rivage. Ils avaient 6 et 8 ans. Un homme aux épaules de déménageur a plongé et les a ramenés sur la plage. Cet homme, c'était vous. Juillet 1983. 2 enfants, 6 et 8 ans, plage Beau Rivage. Je me souvenais. Les parents affolés, les gamins qui coulaient à 10 mètres du bord, pris dans un contre-courant. Sauvetage classique, rien d'héroïque. Nos enfants ont 46 et 48 ans aujourd'hui, a continué Madame Levallois, les larmes aux yeux. Pierre est médecin à Marseille, il a 3 enfants. Sylvie est avocate à Lyon, elle en a 2. Sans vous, Monsieur Rousseau, ces 5 petits-enfants n'existeraient pas. Ils sont restés 3 heures chez moi. Nous avons bu le champagne sur la terrasse en regardant la mer. Ils m'ont raconté la vie de leurs enfants, leur réussite, leur bonheur. Pierre était devenu pédiatre pour sauver des enfants comme Gabriel nous a sauvés. Sylvie défendait les familles en difficulté parce qu'elle savait ce que valait une seconde chance. Quand ils sont repartis, Madame Levallois m'a embrassé sur les 2 joues. Merci, Monsieur Gabriel, merci pour tout. Élise était restée muette pendant toute la visite. Elle, qui me décrivait comme un vieux gâteux, découvrait que ses nouveaux voisins millionnaires me traitaient comme un saint. Mais ce n'était que le début. La semaine suivante, j'ai eu la visite de Maria Santos, 73 ans, la dame espagnole du restaurant Las Tapas. Elle est arrivée avec ses 2 fils, maintenant quinquagénaires, et ses 5 petits-enfants. Seigneur Gabriel, Dio mio, quanto tiempo. Elle pleurait, riait, m'embrassait, me présentait toute sa famille. Mes enfants, mes nietos, voici l'homme qui nous a sauvé la vie. Sans lui, vous ne seriez jamais nés. Ces 2 fils m'ont serré les mains avec une émotion bouleversante. Monsieur Gabriel, nous ne savons pas comment vous remercier. Maman nous raconte votre sauvetage depuis qu'on est petit. Vous êtes notre héros. Les petits-enfants me regardaient avec des yeux ronds. Pour eux, j'étais une légende vivante, le super-héros de leurs histoires familiales. Maria a insisté pour que toute la famille vienne déjeuner chez moi le dimanche suivant. Je cuisine la paella comme là-bas, en Andalusia, pour mon Salvador. Impossible de refuser. Le dimanche, ils sont arrivés à 11 heures, avec des casseroles, des ingrédients, de la sangria. Ma petite terrasse s'est transformée en restaurant espagnol. Maria cuisinait en chantant, les enfants jouaient dans le jardin, les hommes discutaient football en buvant des bières fraîches. À 13 heures, l'odeur de la paella embaumait tout le quartier. Les voisins sortaient sur leur balcon, intrigués par cette fête spontanée chez le vieux sauveteur. Et là, miracle.
Madame de Réaumur, la présidente de l'association des résidents, celle qui m'avait fait la leçon sur les standards du quartier, s'est approchée timidement de ma terrasse. « Monsieur Rousseau, excusez-moi de vous déranger, cette odeur de paella. Approchez-vous, madame. Maria, voici madame de Réaumur, ma voisine. » Maria a souri de toutes ses dents. « Señora, venez, venez. Il y a pour tout le monde. Gabriel nous a sauvé la vie, on fête ça. » Et voilà comment madame de Réaumur, 60 ans, présidente de l'association des résidents du Mont-Boron, ex-directrice d'école privée, s'est retrouvée à manger de la paella, avec les mains en écoutant Maria raconter en espagnol mélangé de français comment Gabriel l'avait sorti de l'eau avec ses 2 enfants. Île 211 personnes, expliquait Carlos, le fils aîné de Maria. Une 211 sauvetages en 40 ans. Notre Gabriel, c'est un héros national. Madame de Réaumur me regardait avec un respect nouveau. Monsieur Rousseau, je ne savais pas. Je suis confuse. Il n'y a pas de quoi, madame. Voulez-vous un peu plus de sangria? Elle a accepté. Et pour la première fois depuis mon arrivée au Mont-Boron, j'ai vu un voisin me regarder avec admiration au lieu de condescendance. Mais Élise, elle, bouillait de rage. Cette histoire de paella espagnole, cette invasion de gens du peuple chez son beau-père, cette reconnaissance soudaine des voisins chics, tout ça ruinait ses plans. Le lendemain, elle m'a téléphoné, furieuse. « Papa, qu'est-ce qui vous prend d'organiser des fêtes comme ça? Vous vous rendez compte du dérangement? Les voisins se plaignent. » « Quel voisin, Élise? J'ai parlé avec madame de Réaumur ce matin. Elle m'a remercié pour cette excellente soirée. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous attirez n'importe qui chez vous. Ces gens-là avec leurs voitures pourries, leurs enfants qui crient, leur musique. Ces gens-là, comme tu dis, c'est une famille que j'ai sauvée de la noyade. Ils ont plus de dignité dans le petit doigt que certains de tes amis dans tout leur corps. Papa, vous ne comprenez pas. Moi, je travaille dans le quartier. Ma réputation professionnelle. Ta réputation professionnelle? Élise, tes nouveaux clients millionnaires ont acheté leur villa parce qu'ils voulaient être mes voisins. Ta réputation, elle ne s'est jamais aussi bien portée. Silence au bout du fil. Puis, papa, ça suffit. Cette comédie a assez duré. Antoine et moi, nous avons pris une décision. Nous venons samedi prochain avec un médecin pour évaluer votre état mental. Il est temps de regarder la réalité en face. Elle a raccroché. Un médecin pour évaluer mon état mental. Elle voulait donc vraiment me faire interner, me faire déclarer inapte, prendre ma tutelle, vendre ma maison et m'expédier en maison médicalisée. Mais là, Élise ne savait pas à qui elle s'attaquait. Gabriel Rousseau avait survécu à 40 années de tempête méditerranéenne. Il avait arraché 1211 personnes aux griffes de la mer. Et maintenant, toute la ville de Nice savait qu'il était de retour. Ce qu'elle ne savait pas non plus, c'est qu'une tempête était annoncée pour le week-end suivant. Une tempête comme on n'en avait pas vu depuis des années sur la Côte d'Azur, le genre de tempête qui allait rappeler à tout le monde pourquoi Gabriel Rousseau était une légende. Le vendredi soir, les prévisions météo étaient formelles, tempête exceptionnelle annoncée pour le samedi. Vent à 80 km/h, mer houleuse, avis de grands frais sur toute la Côte d'Azur. Les autorités maritimes recommandaient aux plaisanciers de rester au port et aux baigneurs d'éviter les plages. Moi, assis sur ma terrasse, je regardais les premières vagues se former au large. Après 40 ans de surveillance des eaux niçoises, je savais lire la mer comme un livre ouvert. Cette tempête-là serait sérieuse. Le genre qui transforme les touristes imprudents en statistiques tragiques. Le samedi matin, Antoine et Élise sont arrivés à 10 heures avec un monsieur en costume, la cinquantaine, mallette à la main. Le fameux médecin qu'Élise avait trouvé pour m'évaluer. « Papa, je vous présente le docteur Morel. Il va juste faire quelques tests, quelques questions de routine. Pour votre bien. » Le docteur Morel m'a serré la main avec un sourire professionnel. « Monsieur Rousseau, votre belle-fille s'inquiète pour vous. Elle m'a expliqué que vous viviez seul, que vous refusiez les visites familiales, que vous aviez fait des achats inconsidérés. »
Des achats inconsidérés. Ma maison était devenue un achat inconsidéré. Docteur, j'ai 79 ans, je nage 3 kilomètres tous les matins, j'ai rénové cette maison entièrement seul, et hier encore, j'ai reçu 15 personnes pour un déjeuner que j'ai cuisiné moi-même. Vous trouvez que j'ai l'air sénile? Il m'a examiné. Tension, réflexe, mémoire, coordination. Test classique pour détecter les signes de démence. Bien sûr, tous mes résultats étaient parfaits. Monsieur Rousseau, vous êtes en excellente forme physique et mentale pour votre âge. Je ne vois aucun signe de déficience cognitive. Élise a blêmi. Mais docteur, vous ne comprenez pas. Il s'est installé dans un quartier qu'il ne peut pas se permettre. Il refuse nos conseils. Il vit comme un ermite. Madame, votre beau-père vit chez lui dans une maison qu'il a achetée légalement. Il reçoit des amis, il entretient ses relations sociales. Je ne vois aucune raison médicale de remettre en cause son autonomie. Antoine regardait ses pieds, gêné. Élise, elle, était furieuse. Son plan de tutelle venait de s'effondrer. À ce moment-là, vers 11 heures, André Valenti a frappé à ma porte. Il était blanc comme un linge. « Gabriel, il y a un bateau en détresse devant la plage de Carras. Un yacht de 30 mètres avec des touristes. Il a chaviré à cause des vagues. » Carras, c'était à 15 minutes à pied de chez moi. Une plage surveillée l'été, mais déserte en septembre. Si un bateau avait chaviré là-bas par cette tempête, combien de personnes à bord? 28, dont 12 enfants. Les secours sont débordés, les hélicoptères ne peuvent pas décoller à cause du vent. Les pompiers essaient d'approcher par la terre, mais 28 personnes à la mer, 12 enfants, par force. 7. Je me suis levé d'instinct. André, on y va. Gabriel, tu es fou, tu as 79 ans. Laisse faire les jeunes. 79 ans. Comme si l'âge empêchait de plonger quand des vies étaient en danger. Docteur Morel, j'ai dit en me tournant vers le médecin, vous vouliez évaluer mon état mental. Parfait. Vous allez voir si Gabriel Rousseau a encore toute sa tête. Élise a essayé de me retenir. Papa, non, vous n'allez pas faire une bêtise. À votre âge, c'est de l'inconscience. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Élise, pendant 40 ans, j'ai sauvé 1211 personnes de la noyade. Tu crois vraiment que je vais rester assis dans mon fauteuil pendant que 12 enfants se noient à 15 minutes de chez moi? J'ai enfilé mon maillot de bain, mes espadrilles, et je suis parti en courant vers la plage de Carras. André me suivait tant bien que mal. Derrière nous, j'entendais Antoine crier « Papa, revenez, papa !» 15 minutes plus tard, nous arrivions sur la plage. Le spectacle était apocalyptique. Le yacht, un magnifique bateau blanc de 30 mètres, avait chaviré à 200 mètres du rivage. La coque flottait encore, mais des dizaines de têtes apparaissaient et disparaissaient dans les vagues énormes. Sur la plage, les secours s'organisaient. Pompiers, SAMU, police municipale. Mais personne n'osait se jeter à l'eau. La houle était trop forte, les courants trop violents. Même les zodiacs des pompiers ne pouvaient pas approcher. Un commandant des pompiers dirigeait les opérations. Il parlait dans sa radio. Négatif, l'hélico ne peut pas intervenir. Le vent est trop fort. Négatif pour l'approche maritime. Demandons des moyens supplémentaires. Des moyens supplémentaires. En attendant, les gens se noyaient. Je me suis approché du commandant. Mon capitaine, je suis Gabriel Rousseau, ancien chef des sauveteurs de la promenade. Je peux vous aider. Il m'a regardé de la tête aux pieds. 79 ans, cheveux blancs, en maillot de bain et espadrille. Monsieur, c'est très gentil, mais nous gérons la situation. Capitaine, regardez-moi bien, ces gens-là vont mourir si personne n'intervient dans les 10 minutes. Moi, j'ai passé 40 ans à nager dans ces eaux. Je connais les courants, je connais les rochers. Laissez-moi faire. Monsieur, vous avez quel âge? 79 ans. Et alors? Il a secoué la tête. Impossible. Je ne peux pas laisser un civil de votre âge risquer sa vie. À ce moment-là, un cri a déchiré l'air. Une femme sur le yacht qui coulait hurlait « Mon fils, il ne sait pas nager !»
Un gamin de 8 ou 9 ans venait de passer par-dessus bord. Il coulait à vue d'œil, emporté par un courant qui l'éloignait du bateau. Je n'ai pas réfléchi. J'ai enlevé mes espadrilles et j'ai plongé. L'eau était glaciale, 20 degrés tout au plus. Les vagues faisaient 3 mètres de haut. Le courant tirait vers le large. Mais mes bras se sont mis en action automatiquement, comme s'ils se souvenaient de chaque brasse des 40 dernières années. Le gosse coulait à 50 mètres devant moi. Je nageais de toutes mes forces, en crawl, en apnée quand les vagues passaient au-dessus de ma tête. Mes épaules me faisaient mal, mon cœur battait comme un tambour, mais mes jambes tenaient bon. 50 mètres, 40, 30. Je l'ai attrapé juste avant qu'il coule définitivement. Un petit brun aux yeux terrorisés qui avalait l'eau par gorgées entières. « Accroche-toi à mon cou, n'aie pas peur, je te ramène à ta maman. » Il s'est agrippé à moi comme un petit singe, et là, j'ai nagé le plus important 100 mètres de ma vie. Contre le courant, contre les vagues, contre mes 79 ans. Mais avec la force de celui qui sait que l'enfant qu'il porte va vivre ou mourir selon ses brasses. Sur la plage, tout le monde regardait. Les pompiers, les journalistes de BFM Côte d'Azur qui étaient arrivés entre-temps, André qui priait à voix haute, et même Élise, Antoine et le docteur Morel qui nous avait rejoints. Quand j'ai posé le gamin sur le sable, il a vomi 3 litres d'eau de mer et s'est mis à pleurer. Sa mère s'est jetée sur lui en sanglotant. « Mon bébé, mon bébé !» Mais il restait 27 personnes dans l'eau. « Capitaine !» j'ai dit au commandant des pompiers en reprenant mon souffle. « Donnez-moi 2 hommes qui savent nager. On va les sortir un par un. » Cette fois, il n'a pas discuté. Leblanc, Moretti, vous accompagnez Monsieur Rousseau. 2 jeunes pompiers, la trentaine athlétique, se sont joints à moi. Et pendant les 45 minutes suivantes, nous avons fait la navette entre le bateau et la plage. Une femme enceinte, 2 adolescents, un homme de 80 ans en arrêt cardiaque qu'il a fallu ranimer sur le sable, 3 fillettes qui ne parlaient que l'italien, un couple d'Allemands qui s'accrochaient l'un à l'autre, un bébé de 2 ans que sa grand-mère tenait à bout de bras au-dessus des vagues. À chaque aller-retour, je sentais mes forces diminuer. Mes bras pesaient des tonnes, ma respiration se faisait courte. Mais à chaque personne sauvée, la foule sur la plage applaudissait et ça me donnait l'énergie de repartir. Le dernier sauvetage, c'était un homme de 50 ans, costaud, qui avait voulu jouer les héros en aidant les autres et qui avait fini par s'épuiser. Quand je l'ai attrapé, il était inconscient. J'ai eu toutes les peines du monde à le ramener. Les 100 derniers mètres, c'est Leblanc qui m'a aidé. Sans lui, on coulait tous les deux. Quand j'ai posé le 28e et dernier naufragé sur la plage de Carras, la foule s'est mise à applaudir comme au Stade de France. 2000 personnes s'étaient rassemblées pendant l'opération. Touristes, habitants du quartier, journalistes, curieux attirés par les sirènes. Moi, j'étais assis sur le sable, complètement vidé. 79 ans, 45 minutes de nage en force 7, 11 personnes sorties de l'eau. Mon cœur battait encore, mes poumons fonctionnaient encore. Gabriel Rousseau avait encore toute sa tête. Le commandant des pompiers s'est approché de moi avec respect. « Monsieur Rousseau, au nom de tous les secours, je vous remercie. Sans vous, la moitié de ces gens seraient morts. » Les caméras de BFM filmaient en direct. Les journalistes de Nice Matin prenaient des photos. Et au milieu de cette foule, j'ai vu Élise et Antoine, debout près du docteur Morel, blancs comme des linges. Élise, qui disait partout que j'étais sénile, venait de voir son beau-père de 79 ans sauver 28 personnes de la noyade en direct à la télévision. Le journaliste de BFM s'est approché avec son micro. « Monsieur Rousseau, vous venez d'accomplir un sauvetage exceptionnel. Comment vous sentez-vous » J'ai regardé la caméra, puis j'ai cherché Élise dans la foule. « Je me sens en pleine forme, merci. Comme quelqu'un qui a encore toute sa tête. Toute sa tête, en plein direct à la télévision. » Le journaliste a continué. « On nous dit que vous êtes un ancien sauveteur de la promenade des Anglais. 40 ans de service.
1211 sauvetages au compteur. Aujourd'hui, on peut dire 1239. 1239 vies sauvées. Monsieur Rousseau, vous êtes une légende. Une légende. Élise entendait tout ça au milieu de la foule qui m'applaudissait. Mais ce n'était que le début de sa humiliation. Le mardi suivant, le maire de Nice, Christian Estrosi, organisait une conférence de presse sur la promenade des Anglais pour me remettre officiellement la médaille d'or de la ville. L'événement avait été largement médiatisé. France 3, TF1, toutes les radios locales. 2000 personnes sur la promenade. Les 28 rescapés du naufrage, au premier rang, avec leurs familles. Les anciens collègues sauveteurs. Des dizaines de personnes que j'avais sauvées au cours de ma carrière et qui avaient fait le déplacement. Et au milieu de tout ça, Élise et Antoine, invités par courtoisie, avaient précisé la mairie. Le maire a pris la parole devant les micros. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer un homme d'exception. Gabriel Rousseau, 79 ans, ancien maître nageur sauveteur de notre ville, qui a sauvé au cours de sa carrière 1239 personnes de la noyade. Samedi dernier encore, au péril de sa vie, il s'est porté au secours de 28 naufragés. Applaudissements nourris. La foule scandait « Gabriel, Gabriel ». Puis, les témoignages ont commencé. Un par un, les rescapés de samedi sont venus au micro. D'abord, la mère du petit garçon que j'avais sauvé en premier. Mon fils Lucas a 9 ans. Sans monsieur Gabriel, il ne verrait pas grandir ses petites sœurs. Cet homme est un héros. Ensuite, le vieux monsieur de 80 ans qui avait fait un arrêt cardiaque. Je suis grand-père de 6 petits-enfants. Grâce à monsieur Gabriel, je pourrai les voir grandir. Et puis, le moment le plus émouvant. Un gamin de 9 ans a pris le micro. Lucas, celui que j'avais sauvé le premier. Monsieur Gabriel, il a dit d'une petite voix claire, quand j'étais dans l'eau, j'avais très peur. Et puis vous êtes arrivé. Vous m'avez dit, accroche-toi à mon cou, je te ramène à ta maman. Vous aviez 79 ans, mais vous nagiez plus fort que tous les jeunes. Merci de m'avoir sauvé la vie. Pas un bruit dans l'assemblée. Quelques sanglots étouffés. Le maire m'a remis la médaille d'or. Gabriel Rousseau, au nom de la ville de Nice et de tous ses habitants, recevez cette distinction avec notre gratitude éternelle. Puis ça a été mon tour de parler. J'ai pris le micro et j'ai regardé cette foule qui m'applaudissait. Au fond, j'ai aperçu Élise et Antoine. Elle, rouge de confusion. Lui, les larmes aux yeux. Mes chers concitoyens, j'ai commencé. Merci pour cet honneur. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. J'ai marqué une pause. La foule était suspendue à mes lèvres. Il y a quelques mois, on m'a dit qu'ici, à Nice, on ne voulait pas des vieux pauvres. Qu'un retraité avec sa petite pension et sa petite maison, ça dérangeait les gens bien. Murmure dans l'assemblée. On m'a dit que j'étais sénile, que je n'avais plus toute ma tête, qu'il fallait me placer en maison de retraite pour mon bien. La caméra de France 3 balayait la foule. On voyait Élise au fond, mortifiée. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas d'argent, c'est vrai. Ma retraite de 1200 € ne paiera jamais une villa de 2 millions. Mais j'ai la mer dans le sang depuis 60 ans. Et samedi dernier, la mer m'a rappelé que certains trésors ne s'achètent pas. J'ai regardé directement vers Élise. Ils se gagnent en sauvant des vies quand les autres regardent depuis leur balcon. Ils se gagnent en plongeant quand il le faut, au lieu de calculer le coût de l'opération. Ils se gagnent en aimant cette ville et ses habitants plus qu'on aime ses petits intérêts personnels. La foule était électrisée. Quelqu'un a crié « Bravo, Gabriel !» et tous les autres ont repris « Bravo, bravo !» Mais je n'avais pas fini. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer une nouvelle. Grâce à votre maire et au conseil municipal, ma petite maison du Mont-Boron va devenir le QG officiel des sauveteurs bénévoles de Nice. Chaque matin, nous formerons les jeunes qui veulent apprendre à sauver des vies. Parce que, voyez-vous, sauver quelqu'un de la noyade, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend avec un vieux bonhomme qui a de l'eau de mer dans les veines. Tonnerre d'applaudissements. La mère s'est approchée du micro. En effet, nous avons décidé d'installer une plaque devant la maison de monsieur Gabriel.
Ici vit Gabriel Rousseau, sauveteur de 1239 âmes et gardien de la baie des Anges. Gardien de la baie des Anges. Ma maison, celle qu'Élise voulait me voir vendre, devenait un monument historique. Après la cérémonie, les gens ont défilé pour me serrer la main, me remercier, prendre des selfies. Des familles entières que j'avais sauvées dans les années 80 et 90. Des enfants devenus grands-parents qui se souvenaient encore du monsieur aux larges épaules qui les avait sortis de l'eau. Au milieu de cette foule, j'ai vu une femme d'une 50aine d'années qui s'approchait timidement. Blonde, élégante, le sourire crispé. Une inconnue. « Monsieur Rousseau, je suis Sophie Durand, journaliste à Nice Matin. J'aimerais vous poser une question pour notre édition de demain. Je vous écoute. Il paraît que votre belle-fille, agent immobilier dans le quartier du Mont-Boron, racontait ces derniers mois que vous étiez sénile et qu'il fallait vous placer en maison de retraite. Qu'avez-vous à répondre? La question que j'attendais. Madame Durand, ma belle-fille est une femme qui travaille dur et qui veut bien faire. Simplement, elle s'est trompée sur un point important. Lequel? Elle croyait qu'on juge la valeur d'un homme à son compte en banque. Moi, j'ai appris qu'on la juge à ce qu'il est prêt à faire pour sauver un inconnu qui se noie. La journaliste notait tout. Et que pensez-vous de ces déclarations sur votre état mental? J'ai souri. Samedi dernier, j'ai nagé 45 minutes dans une mer déchaînée pour sauver 28 personnes, à 79 ans. Vous croyez qu'on fait ça quand on est sénile? Elle a ri. Certainement pas. Une dernière question. Allez-vous porter plainte contre votre belle-fille pour diffamation? Non. La mère ne porte jamais plainte contre ceux qui la craignent. Elle se contente de leur rappeler qui elle est. L'article est paru le lendemain en première page de Nice Matin. Titre: Gabriel Rousseau, 79 ans. La mère ne porte jamais plainte contre ceux qui la craignent. Avec une photo de moi recevant ma médaille, entouré de tous les naufragés que j'avais sauvés. Le même jour, merci Monsieur Gabriel est devenu tendance sur Twitter à l'échelle nationale. Des milliers de messages de soutien, de témoignages de gens qui racontaient leurs propres histoires de sauvetage. Mais le plus beau cadeau, c'est Inès qui me l'a apporté. Le dimanche suivant, ma petite fille est arrivée à Nice avec son sac de voyage et un sourire jusqu'aux oreilles. « Papy Gabi, j'ai vu le reportage à la télé. Tu es devenue une star. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Et tes parents? Papa et maman sont restés à Lille. Moi, j'ai pris le train vendredi soir dès que j'ai vu les infos. Je voulais être avec mon grand-père, Héros. Elle s'est jetée dans mes bras comme quand elle avait 5 ans. Papy, je suis tellement fier de toi. Quand mes copains de fac ont su que le sauveteur de Nice, c'était mon grand-père, ils n'en revenaient pas. Et ta mère, elle t'a laissé venir? Inès a eu un petit sourire malicieux. Maman n'était pas très d'accord, mais papa lui a dit « Élise, après ce qui s'est passé, tu crois vraiment que tu peux encore empêcher ma fille de voir son grand-père ?» Antoine avait donc fini par retrouver sa colonne vertébrale. « Et tu sais quoi, papy? Maman a reçu des dizaines d'appels cette semaine. Tous ses clients parlent de toi. Les Levallois, leurs amis parisiens, même ses collègues de l'agence. Tout le monde veut rencontrer le beau-père de Madame Rousseau. Sa cote n'a jamais été aussi haute. » Poétique justice. Élise, qui avait eu honte de moi, découvrait que sa réputation professionnelle n'avait jamais été aussi brillante, grâce à moi. Et puis, a ajouté Inès, il y a eu un article dans le journal local de Lille, avec une photo de toi et le titre « L'ancien Lillois Gabriel Rousseau, héros national ». Tous les voisins demandent à papa des nouvelles de son père, le héros. Mon fils et ma belle-fille, qui passèrent leur temps à me critiquer, découvrirent soudain qu'avoir Gabriel Rousseau pour père et beau-père, c'était un privilège, pas une honte. Le mercredi suivant, j'ai eu un visiteur inattendu. Antoine, tout seul, sans Élise. Il était rouge, ému, les mains tremblantes. « Papa, je viens te demander pardon. » Antoine, non, laisse-moi parler. J'ai été lâche, papa. Pendant des mois, j'ai laissé Élise dire n'importe quoi sur toi. Je l'ai laissé te humilier, te traiter de sénile, chercher à te faire interner. Et moi, je n'ai rien dit, rien fait.
J'ai eu honte de mon propre père. Il pleurait maintenant, mon grand-fils de 50 ans. Papa, quand je t'ai vu sortir ces gens de l'eau samedi dernier, quand j'ai vu cette foule t'applaudir, quand j'ai réalisé que mon père était un héros et que moi, son propre fils, j'avais douté de lui, je me suis levé et je l'ai pris dans mes bras. Antoine, tu es mon fils. Je t'aime quoi qu'il arrive. Papa, est-ce que tu peux me pardonner? Antoine, la mère ne pardonne pas. Elle oublie. Et moi aussi. Nous avons pleuré tous les deux sur ma terrasse, face à cette baie des anges qui m'avait tout donné. Et Élise? J'ai demandé. Élise. Élise a compris. Elle ne dira plus jamais rien contre toi. Elle a trop peur du ridicule maintenant. Tous ses clients ne parlent que de son beau-père, le héros. Elle ne peut plus se permettre de te critiquer. Antoine, je ne veux pas qu'elle ait peur de moi. Je veux juste qu'elle me respecte. Papa, après ce qui s'est passé, tout le quartier te respecte. Madame de Réaumur raconte partout que son voisin Gabriel Rousseau est une légende nationale. Les Massimo ne se vantent plus d'habiter au Mont-Boron, ils se vantent d'habiter près de chez toi. La roue avait tourné. Élise, qui voulait me chasser du quartier, découvrait que j'en étais devenu la principale attraction touristique. 6 mois plus tard, ma petite maison de pêcheur était devenue le point de ralliement de tous les amoureux de la mer niçoise. Chaque matin, une dizaine de jeunes venaient apprendre les techniques de sauvetage. Chaque week-end, des familles que j'avais sauvées passèrent boire un café sur ma terrasse. La mairie avait fait installer la fameuse plaque « Ici vit Gabriel Rousseau, sauveteur de 1239 âmes et gardien de la baie des Anges ». Et juste en dessous, une plus petite. Maison classée patrimoine historique de la ville de Nice. Patrimoine historique. Ma bicoque de 42 mètres carrés, classée patrimoine historique. Le plus drôle, c'est que les prix de l'immobilier dans le quartier avaient encore monté. Tous les acheteurs voulaient habiter près du héros de Nice. Élise vendait ses villas en expliquant fièrement « Cette propriété se trouve à 2 rues de la maison de Gabriel Rousseau, le plus grand sauveteur de la Côte d'Azur. » Gabriel Rousseau était devenu son argument de vente numéro 1. Un soir de novembre, 1 an après mon retour à Nice, j'étais assis sur ma terrasse avec Inès. Elle venait tous les week-ends maintenant. Nous regardions le coucher de soleil sur la baie des Anges en buvant un café. « Papy, tu sais ce que maman m'a dit hier? Raconte-moi, ma chérie. » Elle m'a dit « Ton grand-père avait raison depuis le début. Il n'était pas sénile, il était juste en avance sur nous. Il savait que le bonheur, ça ne s'achète pas. Ça se gagne en vivant pour quelque chose de plus grand que soi. » Élise qui parlait de bonheur et de choses plus grandes que soi. J'avais vraiment tout entendu. Et puis elle a ajouté « J'aimerais bien avoir son courage. À 79 ans, plonger pour sauver des inconnus. Il faut avoir un cœur énorme. » Un cœur énorme. Ma belle-fille, qui me trouvait encombrant, découvrait que j'avais un cœur énorme. Tu sais, papy, maman a commencé à faire du bénévolat à la Croix-Rouge. Elle dit qu'elle veut se rendre utile comme toi. Comme moi. Élise qui voulait être comme moi. Cette nuit-là, en m'endormant dans ma petite maison du Mont-Boron, face à la mer qui m'avait tout donné, j'ai pensé à Marguerite, à ma chère épouse qui m'avait dit un jour « Gabriel, tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu es le seul homme que je connaisse qui vieillit en devenant meilleur. 79 ans, 1239 vies sauvées, une belle fille qui me respectait enfin, un fils qui était fier de moi. » Une petite fille qui passait ses week-ends avec son papy héros. Parfois, la plus belle revanche d'un vieux monsieur, ce n'est pas de devenir riche, c'est de prouver à ceux qui doutaient de lui que certains hommes, même sans 1 euro en poche, valent plus que tous les quartiers chics du monde quand il s'agit de sauver ce qui compte vraiment. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous aura touché autant qu'elle a changé ma vie. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai eu raison de plonger à 79 ans? Ou est-ce que vous auriez fait comme Élise en me conseillant la prudence? Votre avis compte beaucoup pour moi.